Chers auditeurs de VIP Radio Online, bienvenue à la chronique de Muriel B. Donc aujourd'hui nous sommes à la CCI de Nice et nous avons le plaisir de recevoir Marc Bignet. Marc Bignet qui est le cofondateur d'Apesa France. Apesa France, c'est tout simplement une cellule qui permet de repérer les entrepreneurs en souffrance aiguë, en souffrance morale, après une post-faillite, et qui propose systématiquement un soutien psychologie gratuit. Alors effectivement, on parle beaucoup de burn-out, de souffrance au travail. Il faut quand même savoir que les dirigeants sont aussi très exposés et que c'est bien souvent aussi fatal pour eux de passer. Donc bien écoutez, je vous laisse tout simplement prendre connaissance de cette conférence. Et puis Marc Bignet va nous présenter Apesa avec une tribune. Cette conférence est organisée par le CIP 06. Et puis, écoutez, je vous laisse tout simplement les écouter, vous présenter ce beau projet. Et les traitements des difficultés, donc là on est plutôt dans le traitement, on va dire, d'urgence, où on va toujours pareil avoir notre fameux autodiagnostic, mais surtout les rendez-vous conseils, les rendez-vous individuels, et en lien avec nos différents partenaires, dont le CIP, partenaire historique, et ensuite tous les autres partenaires qui vont être l'URSSAF, le SSI, tout ce qui va être commission des chefs des services financiers. On est également sur la création d'un guide pour la prévention des difficultés et sur les task force terrain quand il y a besoin en cas d'intempéries ou de zones de travaux où là on va pouvoir déployer plusieurs personnes de la CCI pour aller faire un état des lieux des dirigeants qui sont impactés par ces éléments. Le troisième axe qui est sur l'accompagnement du rebond, où là effectivement on va proposer un accompagnement avec toute l'offre CCI pour permettre aux dirigeants de rebondir, de repartir sur une nouvelle création d'entreprise et de l'accompagner le mieux possible. Et là on s'appuie également sur nos partenaires, donc 60 000 rebonds et Apesa 06 qui est en cours de constitution. Et on va également mettre en place des ateliers de formation par rapport à ce troisième axe. Voilà rapidement pour que vous ayez une connaissance du dispositif CCI. Je ne sais pas si Fabien, tu veux en dire deux mots supplémentaires? Non, c'est bon. Très bien. Donc je passe la parole directement à Monsieur Bignet, voilà, pour la présentation du dispositif Apesa. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les vice-présidents et les professionnels qui sont dans la salle. Merci d'être venus écouter aujourd'hui, cet après-midi un peu ensoleillé, sur un sujet qui n'est pas très réglé, c'est la prévention du suicide des dirigeants. Mais vous verrez que finalement, c'est pas un sujet, c'est un sujet qui est plutôt fédérateur et en tout cas qui déploie beaucoup d'énergie et met en commun un grand nombre de structures et qui se déploie spontanément en France, qui est plutôt rassurant. Alors, le sujet à la mode aujourd'hui, c'est pas finalement la prise en compte de la psychologie du dirigeant, c'est l'intelligence artificielle. Vous connaissez tous Laurent Alexandre, qui intervient très très régulièrement, etc. Et qui d'ailleurs, il y a 2 jours, ou hier, je crois, dans le supplément économie du Figaro, est intervenu en disant, où il a parlé de sa réussite, bien entendu, mais il a aussi parlé de ce qui est intéressant, ce qui est nouveau un peu de la part des chefs d'entreprise, il parlait des échecs qu'il avait traversés. Et il a dit textuellement, d'ailleurs avec Nathalie Fricero, nous en parlions pendant le déjeuner, on croit rêver, j'ai cru qu'il avait sorti l'article en prévision de la journée d'aujourd'hui, il dit « Un échec, c'est une petite mort ». Et d'ailleurs, pour certains chefs d'entreprise, c'est tellement une petite mort que certains d'ailleurs se finissent par se suicider. Je vous remercie, parce que j'ai un fond. Très bien. C'est bon, ça marche. Ça marche, oui. Et donc on voit bien, j'étais très heureux de trouver ça, donc c'est un peu ce témoignage que je voudrais mettre en exergue. Et un second témoignage aussi que je vais vous dire que j'ai reçu vendredi de la part d'une femme, d'ailleurs chef d'entreprise avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, et qui me dit « Je souhaite tout d'abord vous remercier pour le soutien apporté par votre appel vendredi dernier, jour du dépôt au greffe de mon dossier de cessation des paiements de mon entreprise dans le but de demander un redressement judiciaire.
voir écrit, cela fut pour moi un choc psychologique important, même s'il était évident que mon entreprise était malade. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que j'espérais toujours la sauver sans passer par des procédures qui déjà dans les mots m'effraient, donc dans les faits, je n'ose imaginer. Pour avoir lu de long en large le site APESA et sa documentation riche et intéressante, j'ai pourtant appris que ces procédures, alors il était temps, j'ai découvert maintenant sur le site d'APESA qu'il y avait des procédures qui étaient destinées à l'aider. En amont, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné pour lui apprendre. Donc, je fais une petite parenthèse, un petit commentaire. J'ai pourtant appris que ces procédures étaient là pour nous aider à faire mieux que seuls. Mais, car bien entendu, on part au tribunal abattu, sinon battu, il reste à gérer l'étape émotionnelle, la descente aux enfers morales. Même si on essaye d'être solide, il est dur de gérer les peurs, la honte, la déception d'avoir failli. Je vous remercie de m'avoir demandé si j'avais des idées suicidaires. Voilà ce que ça provoque quand on ose aborder le sujet avec les chefs d'entreprise. Les gens ne s'offusquent pas, ils ne considèrent pas qu'on empiète sur leur vie privée. Ils vous remercient parce que ça démontre que véritablement on s'intéresse à ce qui les touche le plus, c'est-à-dire leur état psychique et éventuellement leur souffrance. Je vous remercie donc de m'avoir demandé si j'avais des idées suicidaires. Oui, cela aurait pu être le cas, car à ce moment-là, mon cerveau ne fonctionnait qu'en mode émotion et je ne raisonnais plus. Donc ça, je trouve que ça s'adresse aussi aux juges et aux greffiers d'ailleurs, et d'ailleurs à d'autres services qui toute la journée reçoivent des entrepreneurs en difficulté qui sont dans cette situation. Ces entrepreneurs sont souvent en mode émotionnel et à l'intérieur, la raison ne fonctionne plus. Donc de leur demander de décoder, d'analyser le livre 6 du Code de commerce, pour certains, si vous voulez, c'est un peu au-dessus de leur force. Dans l'attente de ma convocation d'ouverture de procédure mardi, je vais essayer de me forcer à sortir, d'inviter mon mari au restaurant, c'est quand même sympa, de voir mes fils, mais je ne vous cache pas la peur qui me réveille et me ronge. Je trouve que c'est aussi intéressant dans ce témoignage, parce qu'on voit bien qu'avec quelques mots, eh bien, ça provoque immédiatement des mécanismes d'autoprotection. J'essaye de tenir à distance, j'essaye de la tenir à distance, donc cette peur qui la ronge, et je dois dire que votre appel, je me répète, m'a fait un bien fou. Retrouver par vos paroles une attitude digne, et effectivement, la difficulté pour ces entrepreneurs, c'est que quand on est un mauvais payeur, c'est-à-dire que quand on a promis qu'on allait payer, et quand on n'a pas tenu parole, effectivement, quand on a une parole qui ne vaut plus rien, on perd au passage sa dignité, et donc simplement reconnaître la dignité d'une personne dans ces moments-là, c'est extrêmement important, en tout cas, c'est elle qui le dit. Retrouver donc ma dignité, redevenir un être pensant plus qu'une personne subissant. Même si ma chance d'avoir un mari qui me soutient, avoir ces paroles de réconfort de la part de quelqu'un dont le métier est de nous aider à nous redresser est important. Voilà, bon, voilà, ça continue encore un peu. Voilà, le genre de témoignages que finalement, qui sont déclenchés spontanément lorsqu'on a porté attention à une personne un peu fragilisée dans ce qu'on appelait autrefois la faillite. Je ne comprends pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, parce que la phrase que je voudrais mettre un peu en exergue, la question que je voudrais mettre un peu en exergue dans la présentation d'APESA, c'est finalement, tous les théoriciens qui sont dans la salle pourront y répondre, est-ce que finalement la préoccupation de la psychologie du justiciable constitue pour l'institution judiciaire et tous ceux qui gravitent d'ailleurs autour et qui sont assez nombreux, constitue une rupture ou finalement la continuité de quelque chose qu'on avait un peu ignoré. Bien entendu, moi, ce que je pense, c'est que c'est simplement la continuité de quelque chose qui était un peu enfoui, qu'on a un peu matérialisé, etc. Mais ça ne constitue pas en soi une rupture qui nécessiterait de changer de fond en comble l'institution judiciaire. Quand on parle de psychologie, il faut quand même faire attention à ce dont on parle, c'est-à-dire que là, nous nous intéressons à la souffrance aiguë. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour faire de l'accompagnement de confort. Il ne s'agit pas de mettre en place un dispositif pour que les choses se passent un peu mieux pour le justiciable qui vient rencontrer le tribunal. Et donc, on s'intéresse à ce justiciable parce qu'il n'est parfois pas tout simplement en état. Quelles sont quand même les problématiques qui ne sont pas souvent, à mon avis, soulevées, dont on ne parle pas beaucoup, et qui expliquent aussi les raisons pour lesquelles le dispositif APESA est né dans une institution judiciaire et pas dans le monde économique. Parce qu'il faut même reconnaître que dans le monde économique, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de dire ça d'ailleurs dans une réunion organisée par le Conseil national des barreaux, ça va susciter un certain émoi, mais un entrepreneur qui va mal, c'est aussi un concurrent en moins. Et donc, dans un premier temps, finalement, le fait qu'il aille mal, ça ne nous dérange pas beaucoup. Parce que, en fait, c'est quand même la concurrence économique, on vit avec ça. Le problème, et on utilise d'ailleurs des métaphores, on parle de guerre économique, on dit que les entrepreneurs sont des fantassins de l'économie. Bon, très bien, mais parfois, il y en a qui restent sur le carreau et on se demande un peu, on se demandait ce qui existait avant pour leur venir en aide.
Ce qu'on dit dans l'univers judiciaire, juridique, etc., c'est que le justiciable doit être un acteur du procès. Très bien. Parfois, mais quand on voit dans quel état, d'ailleurs, le témoignage que je vais vous donner tout à l'heure illustre parfaitement, on a des gens en face de nous qui sont incapables d'agir. Voilà. Et enfin, dernière problématique qui concerne d'ailleurs les psychologues qui sont des gens extrêmement bienveillants et prêts à écouter les entrepreneurs, mais à qui jusqu'à présent on apprenait à l'université que pour entrer dans une démarche thérapeutique, il fallait faire le premier pas. Hein, et donc on imaginait certainement que des gens avec des idées suicidaires, en passant dans la rue, allaient oser aller frapper à la porte d'un psychologue et demander de l'aide. Et on voit bien que ça explique les raisons pour lesquelles APESA est constitué de sentinelles qui passent un relais. Quelle est la genèse d'APESA? À l'occasion d'une conférence qui a été organisée à Saintes en 2012, j'ai cité une conférence qui a été organisée par des avocats sur la prévention du suicide en milieu carcéral. Alors d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, les avocats d'ailleurs considèrent que ça peut constituer pour eux, pas spécifiquement, une violation du secret professionnel de déclencher des alertes dans le cadre du dispositif APESA. En tout cas, ils se souciaient à l'époque, en 2012, de la prévention du suicide des personnes incarcérées. Voilà. Les personnes qui sont en liberté ont aussi besoin d'aide, et d'ailleurs d'autres ont besoin d'aide. Voilà. Et donc, j'ai rencontré le psychologue clinicien Jean-Luc Douillard, spécialiste de la prévention du suicide. Et ce que j'ai retenu de sa conférence, c'est que eh bien, le mécanisme suicidaire, qui est d'ailleurs intéressant à comprendre, qui est à rapprocher d'ailleurs un peu de la spirale dans laquelle sont enfermés certains entrepreneurs, eh bien, ce n'est pas un phénomène inéluctable et que l'on peut, sans être un psychologue, contribuer à enrayer. Jean-Luc Douillard, jusqu'à présent, ne s'était pas intéressé à l'aspect économique. Le phénomène du suicide, qui, au passage, je peux vous le dire, concerne entre 9 et 10 000 personnes par an, avec 200 000 tentatives. Ce n'est pas un petit phénomène. Si on le rapproche d'ailleurs au nombre d'homicides par an, qui sont à peu près de 1000, on voit bien la distorsion de phénomène social. Jean-Luc Douillard ne s'est pas encore intéressé à la prévention du suicide dans le côté économique. Et donc, nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé pendant un an pour bâtir un certain nombre d'outils qui ont abouti à la création d'APESA. Comme dans le sein d'APESA, on a le sens de nos limites et de la modestie, eh bien, on a immédiatement, peu de temps après, organisé un colloque qui est intitulé « La souffrance morale, le droit et les pratiques professionnelles », auquel Nathalie Frissero a d'ailleurs participé, pour apporter des réponses théoriques pour conforter ce qui pouvait être une bonne initiative, une bonne idée, qui aurait risqué, sans ça, bien d'être relégué pour défaut un peu de base de réflexion. Et en janvier 2016, devant la demande spontanée d'un certain nombre de juridictions, comme le tribunal de La Roche-sur-Yon, Bordeaux, Angoulême, ces effectivement sont à proximité de Saintes, eh bien, nous avons créé APESA France pour dupliquer et apporter les outils qui avaient été déployés initialement aux autres juridictions. C'est d'abord né dans les juridictions et ensuite c'est en train d'essaimer au sein d'autres structures. Et je suis très heureux aujourd'hui de remercier le président de la Chambre de commerce, de donner un écho à APESA, ce qui montre d'ailleurs que cette naissance dans le monde judiciaire revient finalement dans l'économie, ce que disait d'ailleurs très très bien le président d'Aix-en-Provence. Les valeurs qui sont au sein de la justice, elles doivent revenir dans le monde de l'économie. Et j'ai eu, il y a peu de temps, une personne de la Chambre de commerce de Metz qui était confrontée à une personne en grande souffrance, qui m'a appelé en me disant « Est-ce que sans faire partie du dispositif, je peux malgré tout lancer une alerte, etc. » Voilà, je lui ai expliqué comment il fallait procéder. Et je lui ai dit « Mais en contribuant à rétablir un équilibre, cherchant à diminuer la souffrance chez une personne, eh bien, cet équilibre, c'est quand même le symbole de la justice, et vous contribuez vous aussi, quelque part, à l'œuvre de justice qui, comme je le pense, avec APESA, doit être l'affaire de tous, sinon la justice ne reste qu'un corps étranger, un peu parfois parasite, et à côté de la société, alors que les valeurs qui sont portées par la justice, bien entendu, être portées par tout un chacun. Les difficultés, on a beaucoup parlé dans les années précédentes des difficultés des entreprises, on a fait de la prévention des difficultés des entreprises, et au passage, ça m'a d'ailleurs été confirmé par une personne, un juriste, une femme juriste qui fait une thèse sur APESA, mais depuis qu'on a distingué l'homme et l'entreprise, on a arrêté de parler de l'homme, la femme bien entendu, etc. C'est un peu curieux, mais, et je pense à un dossier qui était fait par
une revue juridique extrêmement célèbre, sur les intérêts en présence dans les procédures collectives, dans lesquelles il y a absolument tous les intérêts, sauf celui de l'entrepreneur. Donc c'est quand même un peu étrange, mais c'est un peu une tâche aveugle. Donc il était temps, finalement, on parle aussi de celui qui est au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire l'entrepreneur, avec ses mérites, ses défauts, ses qualités, etc. APESA, alors, qu'est-ce qu'est APESA? APESA, ce n'est pas un numéro vert. On commence par une définition un peu négative, c'est-à-dire que demander à quelqu'un qui est au bout du rouleau, épuisé, parce qu'il a trop travaillé et qu'il a accumulé ça, des difficultés pendant des mois, à nouveau d'agir, en disant simplement, écoutez, si vous avez encore plus mal, pensez à appeler tel numéro, c'est un peu une vue de l'esprit, et donc APESA, ce n'est pas un numéro vert. Ça ne veut pas dire que les personnes en souffrance ne peuvent pas spontanément faire la demande de prise en charge. Et notamment, ça résulte de la deuxième réunion du comité scientifique d'APESA. Il faut aussi communiquer sur l'existence du dispositif pour ne pas faire peser sur les différentes sentinelles l'obligation urgente de détecter les difficultés. Et on se rend compte avec des outils de communication relativement simples, eh bien, on permet aux gens de solliciter spontanément cette aide. C'est arrivé à Saintes à l'occasion d'une audience de redressement judiciaire, où un bûcheron, après avoir vu les documents mis à sa disposition dans la salle des pas perdus, a d'abord exposé les difficultés de son entreprise, et après indiqué au tribunal, il a dit au tribunal, je vous ai parlé de mon entreprise, maintenant je vais vous parler de moi, je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus. J'ai vu qu'il existait un dispositif, et si vous l'estimez utile, etc., merci de m'indiquer comment faire, etc., et d'organiser la prise en charge. Et en fait, donc, les choses sont relativement simples, malgré la gravité du sujet. C'est-à-dire que les bons outils, on arrive à faire des choses extrêmement positives. Donc ce n'est pas un numéro vert. Je passe un peu sur les caractéristiques de l'entrepreneur tels qu'on les voit, mais pas de durée légale du travail, pas de médecine du travail, des droits sociaux réduits, on voit bien qu'il y a quelques tentatives pour un peu changer les choses, donc on s'est rendu compte qu'il y avait quelques oublis, souvent une solitude, un rapport affectif à l'entreprise. Mon entreprise, c'est mon bébé, on engage son patrimoine, et voilà, on accumule tous ces critères. Finalement, qu'est-ce qu'on a face à nous? On a parfois des gens qui dépassent les limites. Et évidemment, quand on dépasse les limites, évidemment, on souffre. Dans le comité scientifique d'APESA, récemment, fait rentrer un sportif champion olympique, M. Azou, qui est en plus champion d'aviron, qui était champion olympique d'aviron au Brésil. Avoir quelqu'un qui rame, symboliquement, ça peut être intéressant. Et qui dit, je suis devenu un grand champion olympique parce qu'au lieu de dépasser les limites, déplacer les limites. Et simple jeu de mots, je trouve que c'est bien comprendre, et le fait de dire aux entrepreneurs, c'est bien de repousser et de déplacer les limites, mais les dépasser, vous vous mettez aussi en danger. Au passage d'ailleurs, vous mettez aussi en danger, pourquoi pas votre environnement, et on connaît tous l'impact des difficultés sur l'environnement proche du dirigeant, avec les fameux 3D ou 4D, des bilans dépression et divorce, parce que quand on dépasse les limites aussi à l'égard du conjoint, au bout d'un moment, certains en tirent des conséquences. Le gardien des promesses, ça rejoint ce que disait cette personne en témoignage que je vous ai lu. Le gardien des promesses, c'est quand on promet toute la journée, on engage sa parole, et bien quand on peut la tenir, on perd cette dignité, et c'est très compliqué. Et pourtant, comme le rappelle Olivier Torres, que je viens citer, que vous connaissez certainement, qui a fait des travaux sur la santé des dirigeants, bon, je signale au passage, c'est que ce qui m'intrigue, moi, c'est que finalement, ce sont les économistes qui s'intéressent à la santé. J'attends quand même le moment où le monde univers de la santé va un peu plus s'intéresser au rapport particulier que les entrepreneurs ont à l'égard de leur santé, compte tenu du fait qu'évidemment, ils repoussent des limites ou dépassent des limites, donc ça a un effet tout simplement sur leur santé. Les principales caractéristiques d'APESA, c'est un réseau national de sentinelles. Alors que ce n'est pas un numéro vert, et en revanche, ce qu'on a considéré, c'est que pour oser aborder un sujet comme le suicide, eh bien, ça demandait quand même un minimum de petite formation. Donc, pour ceux qui ont un mémoire, c'est la période du baccalauréat avec le mythe de Sisyphe, on lui dit au début, au passage, le suicide, c'est le sujet philosophique par définition, donc ça renvoie aux peurs de chacun, donc c'est bien d'organiser des formations sur le sujet. Et aujourd'hui, je crois que je dis dans un slide, du moins, je vais le dire maintenant, l'APESA a été créé pour éviter que les idées noires ne rencontrent des idées fausses. Parce que quand on ne
connaît rien au sujet, on peut mal faire en voulant bien faire, ce qui est d'ailleurs aussi extrêmement tragique. Donc un réseau national de sentinelles, et tout le monde a vocation à être sentinelle. Quels sont les sentinelles les plus naturelles? Eh bien, tous ceux qui sont au contact d'entrepreneurs en difficulté. On voit que c'est extrêmement varié. Dans les chambres de commerce, les chambres des métiers, les experts comptables bien entendu, les avocats, tous les conseillers en entreprise, les juges, les mandataires, les greffiers, voilà, tous ceux qui sont concernés par la vie des entreprises. Et bien entendu, les clubs de chefs d'entreprise, je le dis par provocation chaque fois que je vais dans un club de chefs d'entreprise, je leur dis pourquoi est-ce qu'on se suicide? Pas parce qu'on est ruiné, mais parce que quand on est rentré, le club dans lequel on est rentré, dans lequel on a été tutoyé au bout de 5 minutes, eh bien, quand on n'y va plus, personne ne passe un coup de fil. Ça leur fait un drôle d'effet, un léger sursaut, et ça permet de changer parfois certains comportements. Ces sentinelles... Puisque vous parlez de formations sentinelles, pour vous dire que les formations sentinelles sont organisées le 12 juillet, donc ici dans nos locaux, donc ce sont des demi-journées de formation, donc une demi-journée le 12 juillet matin, après-midi, et le 13 juillet sur le terrasse. Donc si vous voulez, je vous enverrai par mail, puisque vous êtes inscrit chez vos adresses mail, je vous enverrai les liens pour vous inscrire à ces formations sentinelles. Ça va permettre de voir un petit verre d'eau, c'est parfait. Et donc, alors, avec l'accord de la personne, évidemment, la personne qui prend, je le signale, tout se fait avec l'accord de la personne. Alors, quand on dit ça, on va imaginer que le moment de recueillir l'accord de la personne est un moment extrêmement compliqué. C'est à peu près équivalent au fait de recueillir l'accord d'une personne qui est en train de se noyer, à qui on jette une bouée de sauvetage. Vous voyez, la personne vous dit rarement « Ah, j'aurais préféré une bouée d'une autre couleur, etc. » Donc, quand une personne a des idées noires, eh bien, quand on lui dit « Est-ce que vous voulez être aidé pour passer son temps difficile et passer à autre chose et mieux vous comprendre, et retrouver votre dignité ?» En général, elle dit oui. Elle dit spontanément oui. Elle dit oui à 99% dans 99% des cas. Un jour, une seule fois, une personne m'a dit non. Et elle a aussi ajouté, je vous remercie, alors qu'elle avait dit au tribunal, j'ai des idées noires. Il y avait des raisons de s'inquiéter. Et elle a dit, je vous remercie, mais j'ai retrouvé du travail, mes parents veillent sur moi, je m'occupe de mon fils, je fais du sport, et je vous remercie, et voilà, je fais autre chose. Et là, d'ailleurs, dans ce cas-là, eh bien, le dispositif ne se sert pas à la personne qui souffre, mais à la personne qui, toute la journée, reçoit des gens qui sont dans des états psychologiques parfois un peu compliqués, et ça m'a permis, moi, de mieux dormir, comme je suis d'ailleurs un peu insomniaque, ça m'a fait vraiment du bien. Donc, une fois qu'on recueille, alors il ne s'agit pas pour les sentinelles de se débarrasser de quelqu'un. Il ne s'agit pas de passer le relais en disant tiens, j'ai quelqu'un qui est un peu qui va pas bien, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Non. Il s'agit d'avoir un échange avec cette personne, de recueillir un certain nombre d'informations, avec son accord, encore je le répète, bien entendu, sur sa situation, sur son environnement proche, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'elle est divorcée, est-ce qu'il y a des gens qui veillent sur elle, etc. De décrire aussi un peu la situation et de remplir, on verra un peu plus loin, une fiche alerte. Donc il y a un document qui est rempli en accord avec la personne. Alors il faut recueillir l'accord de la personne, on ne demande pas malgré tout à la personne de signer et de reconnaître qu'elle a des idées noires et qu'elle a envie de se suicider. On va aller jusque-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de recueillir cet accord? Parce que sans son accord, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas aller contre la vie d'une personne. On dira, mais si quelqu'un se suicide, eh bien, on a le droit aussi de se suicider. À un moment, si quelqu'un est totalement contre, alors c'est un peu dur, etc. Mais malgré tout, si quelqu'un ne veut pas, après, aussi d'ailleurs dans ce domaine, faire attention, parce qu'on est en France, on est des champions pour se poser des problèmes théoriques qui n'existent pas dans le réel. Il y en a un qui me vient à l'instant où j'ai demandé à une avocate si le fait pour un juge de déclencher une alerte, ça portait atteinte à son impartialité. Évidemment, c'est évident, quelqu'un qui s'intéresse à la souffrance des injusticiables, le juge perd de fait son impartialité. Et je lui dis, donc vous récusez le juge. Elle me dit, oui, c'est un peu gênant. Alors voilà, ça c'est la théorie à la française. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai constaté, personne jusqu'à présent m'a dit que c'était contraire à mon principe. C'est l'avocat de l'URSSAF qui demande, donc du créancier, qui demande au tribunal de déclencher une alerte parce qu'il constate que la personne à l'égard de laquelle il est en train de demander une procédure de redressement judiciaire ne va pas bien du tout. Donc ça prouve qu'on peut aussi avoir un double regard et qu'on n'est pas sans cesse avec une vision un peu unilatérale des choses, et donc ça permet aussi de relativiser. Et ces fiches alertes, quand elles sont remplies, elles sont transmises à qui? À une structure nationale qui s'appelle Ressources Mutuelles Assistantes. Techniquement, la définition de cette structure qui est dans le livre dans le code de la santé publique, c'est un assisteur de mutuelle. C'est une structure qui met à disposition des mutuelles, comme étant sur le sujet, un certain nombre de services
et qui donc reçoit toutes ces fiches alertes. Il y a 250 personnes de travail et 5 psychologues cliniciens qui, du lundi au vendredi, se relaient pour recevoir ces fiches alertes et réagir dans l'urgence. Bon, la dernière fois que j'ai déclenché une alerte à Sainte, j'ai dit à la personne qui était en face de moi, surveillez votre portable, on va vous rappeler très rapidement, et j'avais à peine terminé que la personne était déjà rappelée. On peut me raconter d'ailleurs une anecdote. Un entrepreneur belge m'a dit, je vais raconter ce qui m'est arrivé, j'étais au bout du rouleau, j'avais une arme, je savais que je sentais que j'allais faire une bêtise. Il est allé dans une gendarmerie, il a dit, écoutez, prenez mon arme, ça va mal se terminer, je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus, aidez-moi, prenez mon arme. Il a dit, vous n'êtes pas là pour ça, allez voir un armurerie. Bien, déjà, mais en plus, je ne fais pas l'accent belge, mais vous imaginez ce que ça peut donner. Et alors, je pense que je vais transmettre tout ça à un humoriste pour illustrer tout ça, parce que ça ferait du bien de rire un peu de temps en temps. Ensuite, il est allé dans un centre médico-psychologique, on lui dit, vous êtes là, vous êtes au bon endroit, on va vous donner un rendez-vous dans 3 mois. Donc, voilà, après, donc l'idée, c'est de transmettre à des professionnels. L'idée pour la santé, dans la formation, je le dis aussi très clairement, c'est pas de devenir un psychologue. C'est-à-dire qu'on transforme personne en psychologue. Je ne peux pas transformer d'ailleurs une personne en une demi-journée en psychologue. On apprend simplement à oser aborder le sujet de manière la plus naturelle possible et la plus simple possible, en enlevant des idées fausses, avec les personnes en souffrance. Ensuite, on passe un relais, c'est le rôle de la sentinelle, un relais à des professionnels, ressources mutuelles d'assistance, qui réagissent en urgence. Et qui, à l'occasion de l'entretien avec la personne en souffrance, évalue la gravité de la situation. Le rôle de la sentinelle, c'est simplement de s'inquiéter, la sentinelle s'inquiète, ose aborder le sujet, passe un relais, et ensuite d'ailleurs elle est informée que la fiche alerte a bien été reçue, et il y a une indication aussi sur le minimum sur l'orientation, pour respecter la confidentialité. On dit simplement si le contact a été établi, si la personne a accepté la prise en charge, et si en fait la personne a été orientée vers le réseau local des psychologues, etc. C'est tout ce que c'est la sentinelle. Après l'évaluation de la gravité de la situation, les psychologues de ressources mutuelles d'assistance, qui sont donc à Nantes, cette évaluation se fait par téléphone, mais ça peut très bien se faire par téléphone, c'est extrêmement pratique. Ensuite, ces psychologues prennent contact avec un psychologue local, et donc le rôle de la PESA France, ça va être aussi de constituer autour des sentinelles un réseau, un autre réseau, alors c'est avec le sens positif du mot réseau, un autre réseau de psychologues qui eux aussi s'engagent à répondre en urgence pour proposer des entretiens à proximité, bien sûr, du domicile de la personne en souffrance. Si vous dites à quelqu'un, très bien, on va s'occuper de vous et vous faire 80 km, bon, on est certain que, surtout à des personnes ruinées, c'est parfois un peu compliqué, donc il faut être dans la proximité et d'avoir un réseau de veille, et d'une part, ça permet d'avoir des gens à proximité, d'autre part aussi, d'avoir des compétences dans ce réseau de psychologues un peu étoffé, puisque, par exemple, tout simplement, lorsque on souffre, réflexe naturel, c'est pour moins souffrir de se mettre à boire, tout simplement. Bon, donc d'avoir dans le réseau des gens qui sont spécialisés, par exemple, dans les addictions, ça peut être intéressant. D'autres psychologues sont spécialisés dans les problèmes conjugaux, etc. Voilà, donc ça permet d'avoir à disposition des psychologues avec des compétences variées. Donc parmi les principes, évidemment, il y a une confidentialité absolue d'information. La personne qui déclenche l'alerte, c'est aussi un principe d'ailleurs, la sentinelle n'a pas besoin d'en référer à un principe hiérarchique. C'est vrai que si on doit demander l'autorisation à 3 personnes avant de déclencher une alerte, c'est un peu compliqué. Je vous dis sans polémiquer, le dispositif est en train d'intéresser bien entendu les tribunaux de grande instance qui statuent commercialement ou qui s'occupent des agriculteurs ou des professions libérales en difficulté. Et là, je ne sais pas pourquoi, on retrouve un principe hiérarchique où, pour l'instant, ceux qui sont autorisés à déclencher des alertes, eh bien, c'est les juges, exclusivement les juges et les procureurs, pas les greffiers qui sont pourtant au contact des entrepreneurs au quotidien. Bon, je pense qu'on passera outre, etc. Et pour l'instant, pour montrer comment les choses peuvent être diversement appréciées. Et évidemment, un des principes, c'est la gratuité pour la personne en souffrance de la prise en charge, parce que c'est compliqué de demander à une personne ruinée de payer. Et évidemment, c'est un mécanisme de solidarité. Il faut donc localement trouver des fonds pour rémunérer les psychologues qui interviennent. Je ne veux pas déclencher la polémique, mais un jour, un représentant éminent du monde des entreprises m'a dit: est-ce que vos psychologues ne peuvent pas travailler bénévolement? C'est-à-dire que j'ai failli m'étrangler, quand même, ça m'a un peu choqué. Prendre en charge une personne en risque suicidaire, c'est quand même un vrai métier, et ça mérite, je pense, d'être rémunéré. Combien, parlons du coût, combien tout ça finalement coûte?
l'intervention de ressources mutuelles d'assistance, les frontières d'évaluation, les coûts, la prise en charge et l'apport aussi d'informations en matière sociale. Alors, le RSI a disparu, et avant je le disais, passer du RSI au RSA, pour certains, c'est un peu difficile. Donc c'est bien aussi de pouvoir orienter et contribuer à faire baisser la souffrance, c'est non seulement éviter la souffrance, mais aussi apporter des informations précises qui permettent aux entrepreneurs de s'orienter et de bénéficier, alors qu'on est ruiné, de fonds de premier secours, etc. Et les ressources mutuelles d'assistance, au-delà de la psychologie, apportent aussi des éléments d'information sur ce plan-là. Donc l'intervention de ressources mutuelles d'assistance, c'est 140 €. Voilà. Et ensuite, l'intervention des psychologues, c'est 50 €. L'heure d'entretien, ça sera un peu plus cher à Paris, je pense qu'à Nice, ça devrait pouvoir être 50 € également. Et ce qui est proposé et évalué par le psychologue Jean-Luc Douillard, cofondateur de l'Institut de PESA, c'est que 5 entretiens suffisent à faire passer une crise suicidaire. Ça ne règle pas, bien entendu, tous les problèmes. Voilà le schéma de déclenchement d'une alerte. Donc, lorsqu'un membre du tribunal, un professionnel, un représentant d'une chambre, un expert comptable, un avocat, un administrateur, un mandataire judiciaire, les collaborateurs de toutes ces structures constate une situation de souffrance aiguë, eh bien, le fait d'avoir été formé, ça facilite aussi l'échange, ça permet d'oser aborder avec la personne ce plan psychologique, de proposer un soutien psychologique, parce qu'en fait, pourquoi j'ai créé APESA? Parce que moi, je suis un juriste, je ne suis pas psychologue, d'ailleurs, je n'ai eu aucun manuel de psychologie, ça ne m'intéresse pas vraiment d'ailleurs. Je n'ai pas envie de changer de métier et de devenir psychologue, c'est pour continuer à bien exercer mon métier que j'ai besoin d'avoir en face à moi des gens qui comprennent, qui ne sont pas en souffrance, etc. Et donc, je me permets et je m'autorise à les orienter vers d'autres professionnels. Évidemment, je ne le ferai pas pour d'autres catégories, parce qu'effectivement, il y a un risque pour leur survie, tout simplement. Et donc, eh bien, la fiche alerte, après avoir obtenu l'accord de la personne, la fiche alerte est transmise à RMA, qui prend contact actuellement, la prise de contact moyenne de 3 heures, on voit que c'est quand même extrêmement rapide, c'est dans la journée, ou le lendemain ou plus tard en fonction de l'heure de déclenchement de l'alerte. Et ensuite, les psychologues rappellent la personne, et on voit bien qu'on est aussi, quand on a des gens qui sont en grande difficulté et assommés par un certain nombre de difficultés, leur demander d'agir, c'est un peu inepte, et qu'il faut agir à leur place. Et donc, on ne demande pas de rappeler, c'est RMA qui rappelle les personnes. Alors d'ailleurs, ça peut poser concrètement aussi le problème du maintien de certains contrats de téléphonie, etc., à l'occasion des procédures. Donc, on peut aussi réfléchir à ça, parce que le seul lien avec la personne, c'est le contact téléphonique. C'est vrai que si ça s'interrompt, c'est quand même un peu délicat. Il va y avoir une sorte de kit de survie d'entrepreneurs en difficulté. Et ensuite, le psychologue, localement, rappelle aussi la personne. Et on peut dire, oui, finalement, à quoi ça sert? Voilà, tout à l'heure, vous avez vu, le fait d'oser aborder le sujet, déjà la personne retrouve un peu sa dignité et a le sentiment d'être reconnue. Ce que m'a dit d'ailleurs oralement la personne, quand vous avez eu le témoignage, à la sortie du tribunal, elle a croisé un avocat. Et l'avocat lui a dit, mais tiens, qu'est-ce que vous faites ici dans ce tribunal? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, mais là, je suis au tribunal de commerce, j'ai des difficultés. Comment vous avez des difficultés alors que vous avez un commerce qui etc. Et on voit bien le choc social. Et ça aboutit à quoi? C'est ce que nous disent, je pense que ça doit être confirmé par les professionnels présents, c'est que les entrepreneurs en difficulté nous disent parfois, me disent, on est bien au tribunal parce qu'on n'est pas jugé. Un peu le paradoxe. Mais on voit bien quel est le rôle aussi, finalement, on voit bien donc, les gens disent spontanément des choses absolument extraordinaires. Un entrepreneur m'a dit, j'ai remis de l'ordre dans mon entreprise, dans ma tête et dans mon entreprise. Et je reconstruis le château de cartes. Et voilà, on voit bien, et ça produit spontanément. Paul Ricoeur appelle ça l'identité narrative. Ça doit être un peu, poète. Et en fait, ça permet aussi de donner les droits de cité à leur souffrance. Ils expriment aussi des choses, et ça permet d'évacuer et de reprendre un peu leur vie en main, et au moins ils n'ont plus le sentiment d'être dépossédés de ce qui leur arrive. Bon, les valeurs d'APESA, rapidité, gratuité, confidentialité, proximité pour résumer. Les outils d'APESA, voilà la fiche alerte, je passe rapidement, après c'est du technique, elle est aujourd'hui numérique, donc toutes les sentinelles ont accès à un lien numérique, ça permet de déclencher
Ça permet deux choses, ça permet une facilité. Aujourd'hui, on utilise les nouvelles technologies. D'ailleurs, je dis aussi, on utilise les nouvelles, pas oublier les anciennes, qui sont les rapports humains, simplement. Et ça permet après aussi un peu de faire des statistiques, de connaître quel est l'âge moyen d'entrepreneurs en souffrance, etc. Donc voilà, ça permet de savoir, on savait peut-être un peu avant, que c'est souvent un homme qui est aux alentours de la cinquantaine. Voilà. Moi, je n'ai pas une admiration sans borne pour les chiffres, mais on fera dire après ce qu'ils peuvent révéler. À l'occasion d'une présentation du dispositif APESA qu'on appelle de Poitiers, Madame le procureur général, qui est d'ailleurs été en poste au parquet d'Aix-en-Provence, a utilisé une belle formule que je n'avais pas formulée jusqu'à présent. Elle a parlé d'alerte judiciaire. Et j'ai trouvé ça intéressant, et finalement, APESA, c'est effectivement une alerte qui vient s'intégrer. Je vais commencer par la dernière, une alerte du commissaire aux comptes. Et tout le mécanisme d'alerte dans lequel on se préoccupe soit des choses, soit des personnes, et il y a vraiment quelque chose de simplement naturel. APESA, c'est constater qu'une personne est en risque suicidaire, qu'il faut donc se mobiliser pour lui venir en aide. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pour nous, en France, c'est un peu compliqué. En Grande-Bretagne, il faut savoir quand même qu'ils organisent des campagnes de prévention de la souffrance morale liée aux dettes. On voit bien le lien entre la souffrance et les dettes. Et ils organisent aussi des prises en charge qui, d'ailleurs, au passage, sont financées par les plus grandes banques et les plus grands organismes financiers. On voit bien que dans ce domaine, on a encore un peu de chemin à parcourir. Et tout simplement, je crois que ça, cette alerte judiciaire, c'est un impératif catégorique. Et en tout cas, c'est bien de se poser des questions théoriques, un peu, mais pas quand on a la personne en face de soi. Parce que toutes les questions que l'on peut se poser lorsqu'on a une personne en risque suicidaire en face de soi, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'attends demain pour voir si ça va mieux, etc., ou du moins bien, eh bien, potentiellement, le risque que l'on prend, c'est d'apprendre qu'on a finalement pris au bout d'une corde. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, par certains témoignages, que ce n'est pas quelque chose de tout à fait théorique, même si, bien entendu, je reconnais, ce n'est pas un phénomène de masse. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'au-delà du sujet lui-même, etc., premièrement, c'est quelque chose qui est fédérateur, parce qu'aujourd'hui, il y a des procureurs de la République qui s'intéressent à la souffrance des entrepreneurs, c'est quand même pas banal, des responsables de services fiscaux qui me contactent en me disant qu'on a reçu un entrepreneur qui nous a déposé un dossier dans le cadre de la commission des chefs des services financiers, un dossier qui n'est d'ailleurs pas recevable. En revanche, on est très inquiet pour l'état psychologique de l'entrepreneur. Quand je dis à des entrepreneurs que les représentants des services fiscaux s'intéressent à leur psychologie et à leur souffrance, et si on leur disait que le Père Noël existe, je pense qu'ils ne seraient pas plus surpris. Voilà, quelques mots, et je passe très rapidement, parce que je ne vais pas empiéter sur le temps de parole de l'autre, sur le processus suicidaire, pour que les éléments ne soient pas donc des fausses. Voilà, c'est un processus d'abord qui n'est pas instantané, qui dure, on est enfermé dans une spirale d'un processus suicidaire qui d'ailleurs a été décrit depuis un certain nombre d'années. En fait, comment les choses se mettent en place, tout commence par des difficultés, ça rejoint ce qu'on entend d'ailleurs dire le message qui sont adressés aux chefs d'entreprise. Quand vous avez des difficultés, il faut mettre en place une procédure. Le problème, c'est que quand on a tout le temps des difficultés, quel est le bon moment, c'est un peu compliqué à comprendre. Et donc, tout commence par des difficultés, et ce qu'on fait quand on a des difficultés, on cherche des solutions. Et malheureusement, bien certains n'en trouvent pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on ne trouve pas de solution? Il faut quand même aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. On est souvent, je parle des entrepreneurs, souvent sous-informés. Et par qui est-ce qu'on est sous-informé? Il faut aussi que chacun prenne sa part de responsabilité et un peu sa part aussi des défaillances individuelles. Bon, les organisations professionnelles. Lorsque moi, dans le cadre de mon métier, j'ai face à moi des pharmaciens et que je leur demande ce que l'ordre des pharmaciens a fait pour eux, pour leur expliquer les procédures et qu'à chaque fois la réponse est rien, bon, c'est pas étonnant que ça souffre et qu'on ne trouve pas de solution. Donc à un moment, il faut aussi que chacun fasse un peu sa part et qu'on explique des choses qui sont certes parfois un peu complexes, mais un peu vitales, parce que en les méconnaissant, eh bien, on se trouve un peu parfois engagé dans un processus qui dure. Parce que quand on ne trouve pas de solution, eh bien, c'est à ce moment-là que viennent les idées noires. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de solution, évidemment, on souffre. Et en plus, on ne peut pas en parler, c'est extrêmement compliqué. Et un jour, on se dit, finalement, la solution la plus simple pour ne plus souffrir, c'est de se supprimer. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ensuite, on cherche des solutions. Et alors, évidemment, d'ailleurs, quand on est pharmacien, si vous voulez, on a tout le stock à disposition. Donc ça, les choses sont très très simples. Et les choses continuent. Et il y a quelque chose qui est extrêmement tragique qui peut se produire, c'est que quand on a trouvé la solution et le moyen, eh bien, on ne souffre plus. On se dit, dans 2 mois, ça sera fini.
C'est ce qui explique que de passer un super réveillon avec son meilleur ami et apprendre que le lendemain, il n'est plus là, parce que 2 mois avant, il avait pris la décision. Et ensuite, ça permet donc, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs aussi dans les formations, parce que tu vas imaginer que la souffrance peut prendre aussi plusieurs formes, et dans cette configuration-là, eh bien, on a face à soi des gens euphoriques qui vous disent « Très bien, je suis ruiné, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire un très beau voyage. » Et le sujet, c'est aussi de s'intéresser à la destination pour bien être certain que ce n'est pas une destination finale. Et donc voilà, on apprend tout ça, donc je passe, parce que je ne suis pas, c'est pas mon métier, etc. Voilà tout ce que je... Et en fait, alors, la grande chose, et la grande leçon à retenir, c'est que tout ça, ça peut se bloquer. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment du processus, il n'est jamais trop tard pour intervenir. Voilà, donc je passe sur le processus suicidaire. On a élaboré un certain nombre d'outils de communication et des phrases extrêmement simples qui rappellent qu'une juridiction, c'est le point de départ, mais une structure comme la Chambre de commerce est là pour régler des problèmes. D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à Philippe Roussel-Gall. À quoi servent les procédures collectives? Il m'a dit à régler des problèmes. Comme ça, voilà. Donc on cherche à régler des problèmes, sans nécessairement porter de jugement sur les problèmes en question. On peut rappeler la fonction initiale de la structure, de l'organisme, d'une juridiction. On est là pour régler des problèmes juridiques, mettre en place des règles de procédure, etc. En revanche, si à l'occasion de ces difficultés, de ces problèmes, surviennent et sont survenus des problèmes d'une autre nature qui ont trait à la psychologie, eh bien, c'est simplement indiquer qu'on n'est pas là pour le faire, mais qu'en revanche, on peut être un relais efficace pour passer un relais à des gens dont eux, c'est véritablement le métier, pour éviter d'ailleurs de s'engager insensiblement vers un mécanisme un peu automatique d'empathie. On pourrait sympathiser de manière excessive avec le justiciable, s'intéresser d'un peu trop près à lui, ou d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on peut perdre son indépendance, sa neutralité, etc. Et donc voilà les supports, je vous en ai apporté, je pourrais d'ailleurs vous les laisser. Voilà, une description aussi du dispositif et on rappelle la charte APESA pour que les gens soient parfaitement informés. Bien entendu, on a cherché à sécuriser tout le dispositif, donc tout est déclaré à la CNIL, les sentinelles qui interviennent sont assurées, on n'est jamais trop prudent. Il y a un certain nombre de conventions qui ont été visées par un certain nombre de juristes, etc. Voilà, on a d'ailleurs faire du mieux que nous pouvions pour sécuriser les choses. On a mis en place une interface extranet où ça permet maintenant de géolocaliser la personne en souffrance et tout le réseau des psychologues qui sont autour pour passer le relais le plus efficace à la personne qui se trouve à proximité. Pour les statistiques, voilà, nous avons formé il y a un peu plus de 1166 sentinelles sur toute la France qui ont été formées depuis septembre 2013 que le dispositif existe. Nous avons pris en charge 1214 personnes depuis la création du dispositif en septembre 2013 et depuis le début de l'année, il y a 280 personnes qui ont été prises en charge sur toute la France. Ce sont des chiffres extrêmement modestes, je le concède, mais ce que je peux vous dire, c'est que le jour où quelqu'un m'a dit, à la fin d'une audience de clôture de procédure, m'a demandé si vous pouvez me rencontrer un peu en aparté, en dehors du tribunal, et c'est une femme d'ailleurs qui m'a dit, voilà, je voulais simplement vous dire, si vous n'aviez pas été là, je ne serais plus là. Et alors que ce soit 1, 2, 5, c'est toujours une vie, voilà. Bon, je vais vous raconter juste, et puis après je terminerai rapidement, une anecdote. Un des juges du tribunal de Saintes est aussi conseiller d'entreprise, donc il a rencontré un de ses clients chef d'entreprise, qui lui a dit, écoutez, ça va pas du tout, je suis au bout, j'en peux plus, etc. Donc ce juge de Saintes a dit, écoutez, ne restez pas comme ça, il y a d'une part des procédures dont vous pouvez les bénéficier, il y a aussi, sur un plan psychologique, sur toutes ces questions-là, le dispositif APESA. Et ce chef d'entreprise s'est adressé au tribunal de La Roche-sur-Yon, pour ne pas le citer, où la procédure de sauvegarde a été rapidement mise en œuvre, et comme ils ont rejoint le dispositif APESA, le soutien psychologique a aussi été apporté. Et ce chef d'entreprise a recontacté ce juge de Saintes en lui disant, bon, écoutez, voilà, je voulais dire que vous m'avez sauvé la vie, j'avais acheté la corde. Et vous voyez, vous avez automatiquement quand même les poils qui se dressent un peu quand vous avez connaissance de ce genre de témoignage. Voilà. Alors aujourd'hui, la PESA, c'est une charte, avec un certain nombre de principes, des outils de communication, d'information pour que tout ne pèse pas sur les psychologues. Ça permet aux gens de demander et de solliciter de l'aide, et d'ailleurs les gens ne se trompent pas. C'est-à-dire qu'ils savent très très bien, on a vu, je pense être un peu... pour résumer, on n'a pas affaire à des cornichards, on a vraiment
affaire de gens qui sont intégralement au bout. Alors, il faudra toujours invoquer les simulateurs et les fraudeurs. Contact, le dispositif fonctionne aussi, puisque envoyer un simulateur devant un psychologue, lui déterminera si effectivement il y a une réelle souffrance ou pas. Je voulais également vous citer une petite anecdote. Un de mes confrères m'a dit: oui, mais Marc, je suis embêté avec ton dispositif, parce que moi, je n'ai pas vraiment d'empathie pour les gens, je suis quelqu'un d'assez froid, etc. Je n'ai aucun problème, ça fonctionne aussi. On peut quand même détecter si les gens souffrent. On n'est pas obligé de taper dans le dos des gens, on n'est pas obligé de. Au contraire, ça permet d'ailleurs de les maintenir à distance et d'abréger, parce que la souffrance est sans fin. Une plainte, en fait, à partir du moment où on a compris que ça dépassait le cadre de ses fonctions, ça permet au contraire de dire stop, on n'est pas là pour ça, d'ailleurs on est totalement efficace, en revanche on peut passer un relais. Bon, je passe sur le. Alors en image, ça donne quoi? Ça s'amuser avec Jean Le Courrier-Bory, qui a d'ailleurs organisé une exposition au tribunal de commerce de Nice. Voilà, on a fait tous les deux cette photo qui illustre quoi? Mais qui illustre qu'à l'entrée des tribunaux, il y a des dispositifs et des portiques qui sont chargés de veiller et de s'assurer que les personnes ne sont pas dangereuses pour leur entourage, et on cherche à s'assurer un peu moins que les gens ne sont pas finalement dangereux pour elles-mêmes. Et ça rejoint ça d'ailleurs, parce que disait Paul Ricoeur dans une célèbre, je trouve, une conférence sur l'art de juger, où il disait, évoquer la justice utile, rendre à chacun le sien, etc. Mais que par-delà, il y avait aussi une fonction dans la justice qui était de rappeler les valeurs communes. Et je pense que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit très très bien de quelle manière c'est exercé par des procureurs de la République qui sont chargés de demander, de réclamer des sanctions, mais qui s'intéressent aussi à la souffrance des entrepreneurs. J'ai en tête un colloque, et d'ailleurs je pense c'est une particularité française, ce rôle du ministère public. En 2004, il y a eu un colloque qui était organisé en France qui était intitulé Justice, droit et dignité, dans lequel il était dit que l'institution qui par définition doit se préoccuper de la dignité, c'est bien la justice, mais en 2018, je suis trop surpris de voir qu'au sein de la justice, c'est prioritairement les procureurs qui s'intéressent à la souffrance des entrepreneurs, et d'ailleurs de tous les entrepreneurs. Et j'ai en tête d'ailleurs quelqu'un que je veux aussi saluer, qui soutient régulièrement APESA, c'est Christophe Delattre, qui est vice-procureur au tribunal de Lille, et qui me dit, Marc, M. Bignet, vous comprenez, on est quand même très très inquiet de voir, par exemple, un vendredi après-midi, lorsque le tribunal de grande instance prononce la liquidation judiciaire d'une catégorie particulière d'entrepreneurs dans les professions libérales, et là en l'occurrence c'est un avocat, et que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je trouve que c'est extraordinaire qu'un procureur s'intéresse aussi à la souffrance d'un avocat. Donc, un outil comme APESA, voilà ce que ça permet. Ce que ça permet également aussi, c'est, là j'élargis peut-être un peu le débat, mais de mettre justement dans le débat l'attitude de certains juges à l'audience. Parce que parfois, il peut y avoir une certaine brutalité, une certaine rudesse, etc. Et dans un tribunal où je suis allé présenter le dispositif APESA, la personne qui m'avait accueilli s'est absentée, et tout le monde s'est tourné vers moi en me disant « Marc, on est vraiment très très surpris, ce juge qui s'intéresse à APESA, c'est le juge dur du tribunal. » Et je pense que finalement, quand on donne de bons outils aussi, ça permet de retenir ce préjugement qui n'a rien de juridique, mais qui est un peu moral. Et parfois, on a le sentiment, en écoutant certains juges, que finalement, le réel n'est jamais au niveau. Donc, on aimerait tous avoir, si vous voulez, des cas pratiques qui illustrent la théorie et ce qui est exposé par la Cour de cassation. En fait, on a des gens qui ont du mal à parler de leurs affaires, qui n'ont pas toutes les compétences, et donc, quand on a un réel qui n'est pas au niveau, c'est énervant tout simplement, mais quand on a cette idée que ça exprime aussi derrière une souffrance, ça permet de retenir ce jugement. Alors, c'est amusé aussi, il y a certaines questions théoriques qui peuvent se poser, et qu'on a d'ailleurs posées et qu'on n'a pas contournées. Pour un juge, déclencher une alerte, est-ce que ça porte atteinte à son impartialité? C'est des jolies questions de cours, d'ailleurs. Il faut donner des idées pour renouveler un certain nombre de sujets. Et pour un avocat, est-ce que déclencher une alerte, est-ce que ça porte atteinte au secret professionnel? Bon, ça mérite de se pencher sur le sujet. Est-ce que... voilà, d'ailleurs, je n'ai pas la prétention de répondre théoriquement au sujet. On a un certain nombre de partenaires, le CIP, évidemment des chambres de commerce. APESA est soutenu par Harmonie Mutuelle, choisi. On n'entend pas d'ailleurs l'Harmonie Mutuelle communiquer énormément sur le sujet, mais APESA France est soutenu entièrement par l'Harmonie Mutuelle. Je rappelle malgré tout, moi je suis totalement indépendant et je fais tout ça à titre bénévole, je n'ai aucun intérêt particulier, je tiens
par pénalité, quand même à souligner, qui se sont engagés dans cette action pour changer aussi concrètement au quotidien les choses. On a des partenariats scientifiques avec un certain nombre de structures. Voilà, en conclusion, vraiment une chose, on n'arrête pas de nous répéter depuis des lustres, nul n'est censé ignorer la loi, on disait avec APESA, nul n'est censé ignorer la loi, c'est toujours vrai, ça ne change rien, mais nul n'est censé ignorer la loi et la souffrance. Et je voulais citer cette belle phrase d'un psychiatre phénoménologue, je ne savais pas que ça existait, mais je vous assure qu'il y en a. Il ne faut jamais oublier que la machine la plus urgente et la plus performante à disposer en face d'un homme souffrant d'exister, c'est un autre homme décidé à entrer en intelligence avec cette souffrance, insaisissable autrement. Ça fait d'ailleurs le lien avec ce que je vous disais en introduction et cette phrase de Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle. Le jour où on pourra mettre une intelligence artificielle en face d'une personne en souffrance, je pense que nous avons encore un bon chemin avant d'y arriver. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, il y a une chose qui m'a frappé. C'est que nous sommes dans un milieu où on parle toujours d'argent, de bénéfices, de chiffre d'affaires, etc., etc. Et aujourd'hui, on n'a parlé que de l'homme. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Dans un monde qui devient de plus en plus difficile, entendre dans un milieu d'affaires parler de l'homme, je crois qu'on ne peut que vous remercier. Bravo. Merci. Maintenant, si Madame Nathalie Frissero veut bien saluer la peine. Voilà, pour conclure, ici Jérôme à l'antenne depuis le studio RVPB. Merci à toi Muriel pour cette nouvelle chronique concernant le monde du travail. Donc pour conclure cette conférence que vous avez écoutée sur notre antenne vipradioonline.fr était organisée par le CIP, Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises des Alpes-Maritimes. Ça s'est tenu le 19 juin 2018 avec la venue d'APESA France. APESA, ça veut dire aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Et ça s'est déroulé à la CCI, à la Chambre du commerce et de l'industrie de Nice. Voilà, donc quelques infos si vous en voulez un peu plus. Le site de la CCI, www.cote-azur.cci.fr et le site d'APESA France, www.apesa-france.com. Voilà, merci à toi Muriel pour cette chronique. Et merci bien sûr à tous les auditeurs de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr, et à très bientôt pour un prochain reportage.